Satisfaction garantie par Isaac Asimov. Tony était grand et d'une sombre beauté, et ses traits à l'expression inaltérable étaient empreints d'une incroyable distinction patricienne. Claire Belmont le regardait à travers la fente de la porte avec un mélange d'horreur et de trouble. Je ne peux pas, Larry. Je ne peux pas le supporter à la maison. Fébrilement, elle fouillait son esprit paralysé pour trouver une expression plus vigoureuse à sa pensée, une tournure de phrase explicite qui réglerait, une bonne fois, la question. Mais elle ne put que répéter une nouvelle fois « Je ne peux pas, c'est tout ». Larry Belmont posa un regard sévère sur sa femme. Il y avait dans sa prunelle cette lueur d'impatience que Claire redoutait tant d'y découvrir, car elle y voyait comme le reflet de sa propre incompétence. « Nous sommes engagés, Claire, dit-il, et je ne peux pas vous permettre de reculer à présent. La compagnie m'envoie à Washington à cette condition, et j'en tirerai probablement de l'avancement. Vous n'avez absolument rien à craindre, et vous le savez parfaitement. Que pourriez-vous objecter ? Cela me donne le frisson, rien que d'y penser, dit-elle misérablement. Je ne pourrai jamais le supporter. Il est aussi humain que vous et moi, ou presque. Donc, pas d'enfantillage, venez. Sa main s'était posée sur la taille de la jeune femme, et la poussait en avant. Elle se retrouva, toute frissonnante, dans la salle de séjour. Il était là, la considérant avec une politesse sans défaut, comme s'il appréciait celle qui allait être son hôtesse durant les 3 semaines à venir. Le docteur Suzanne Calvin était également là, assise, toute droite sur sa chaise, avec son visage aux lèvres minces, perdu dans ses pensées. Elle avait l'air froid et lointain d'une personne qui a travaillé depuis si longtemps avec des machines qu'un peu de leur acier a fini par pénétrer dans son sang. « Bonjour, balbutia Claire, d'une voix timide et presque inaudible. Mais déjà Larry s'efforçait de sauver la situation en manifestant une gaieté de commande. « Claire, je vous présente Tony, un garçon formidable. Tony fait connaissance avec ma femme. » La main de Larry étreignit familièrement l'épaule du garçon. Mais celui-ci demeura impassible et inexpressif. « Enchanté de vous connaître, madame Belmont, dit-il. Éclair de sursauter au son de sa voix. Elle était profonde et suave, aussi lisse que ses cheveux et la peau de son visage. « Oh, mais vous parlez » s'écria-t-elle avant d'avoir pu se retenir. « Pourquoi pas ? Pensiez-vous trouver en moi un muet ?» Claire ne put que sourire faiblement. Il lui eût été bien difficile de préciser à quoi elle s'était attendue. Elle détourna les yeux, puis l'étudia du coin de l'œil, sans en avoir l'air. Ses cheveux étaient lisses et noirs, comme du plastique poli. Étaient-ils vraiment composés de fils distincts ? La peau olivâtre de ses mains et de son visage se poursuivait-elle au-delà du col et des manches de son costume bien coupé ? Perdue dans son étonnement, elle dut se contraindre à écouter la voix sèche et dépourvue d'émotion du docteur Calvin. « Madame Belmont, j'espère que vous êtes pleinement consciente de l'importance de cette expérience. Votre mari vous a, m'a-t-il dit, donné quelques renseignements sur le sujet. J'aimerais les compléter en ma qualité de psychologue doyenne de l'US Robots. Tony est un robot. Il figure dans les fiches de la compagnie sous désignation TN3. Mais il répond au nom de Tony. Il ne s'agit pas d'un monstre mécanique ni d'une simple machine à calculer du type qui vit le jour au cours de la Seconde Guerre mondiale, il y a plus de 80 ans. Il possède un cerveau artificiel dont la complexité pourrait presque se comparer à celle du cerveau humain. C'est un gigantesque central téléphonique à l'échelle atomique, qui permet d'établir des milliards de communications, tout en gardant les proportions d'un instrument que l'on puisse loger dans un crâne. De tels cerveaux sont fabriqués spécifiquement pour chaque modèle de robot. Chacun d'eux dispose d'un certain nombre de connexions calculées d'avance, si bien que chaque robot connaît d'abord la langue anglaise et suffisamment d'autres notions pour accomplir le travail auquel il est destiné. Jusqu'à présent, l'US Robot s'est limité à la construction de modèles industriels devant être utilisés en des lieux où le travail humain est impraticable, dans les mines de grande profondeur par exemple, ou pour les travaux sous-marins. Mais nous voulons à présent envahir la cité et la maison. Pour y parvenir, nous devons amener l'homme et la femme ordinaires à supporter, sans crainte, la présence de ces robots. Vous comprenez, j'espère, que vous n'avez rien à redouter de sa part ? C'est l'exacte vérité, Claire, s'interposa Larry. Vous pouvez m'en croire sur parole, il lui est impossible de faire le moindre mal. Autrement,
Je ne vous laisserai pas seul en sa compagnie, vous le savez bien. Claire jeta un regard en dessous à Tony et baissa la voix. Et si jamais je le mettais en colère? Inutile de parler à voix basse, dit Dr. Calvin. Il lui est impossible de se mettre en colère contre vous. Je vous ai déjà dit que les connexions de son cerveau étaient prédéterminées. La plus importante de toutes ces connexions est ce que nous appelons la première loi de la robotique, qui est ainsi formulée. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Tous les robots sont construits ainsi. Aucun robot ne peut être contraint d'aucune façon à faire du mal à un humain. C'est pourquoi nous avons recours à vous et à Tony pour effectuer cette première expérience, tandis que votre mari se rendra à Washington afin de prendre les arrangements nécessaires pour procéder aux tests légaux. Cette opération serait donc illégale? Larry s'éclaircit la gorge. Pour l'instant, oui. Mais ne vous en faites pas, il ne quittera pas la maison et vous ne devrez le laisser voir de personne, c'est tout. Je resterai bien avec vous, Claire, mais je connais trop les robots. Il nous faut opérer avec la collaboration d'une personne complètement inexpérimentée afin d'obtenir des informations sur les cas les plus difficiles. C'est indispensable. Dans ce cas, murmura Claire, puis une pensée la frappa soudain. Mais quelle est sa spécialité? Les travaux domestiques, répondit brièvement le docteur Calvin. Elle se leva pour prendre congé, et ce fut Larry qui la reconduisit jusqu'à la porte d'entrée. Claire demeura tristement en arrière. Elle aperçut son reflet dans la glace surmontant la cheminée, et détourna hâtivement les yeux. Elle était très lasse de sa petite figure de souris fatiguée, et de sa chevelure floue et sans éclat. Puis elle surprit les yeux de Tony posés sur elle, et fut sur le point de sourire lorsqu'elle se souvint. Il n'était qu'une machine. Larry Belmont se dirigeait vers l'aéroport lorsqu'il aperçut l'image fictive de Gladys Clanfern. Elle avait le type de ces femmes qui semblent faites pour être vues par éclair fugitif. Fabriquée avec une parfaite précision, habillée d'un œil infaillible, d'une main sans défaut, trop resplendissante pour pouvoir être regardée en face. Le léger sourire qui la précédait et le léger parfum qui volait dans son sillage tenaient lieu de doigts aiguicheurs. Larry sentit son pas se rompre. Il porta la main à son chapeau et reprit sa marche. Comme toujours, il ressentait cette même colère vague. Si seulement Claire voulait se faufiler dans la clique Clafern, cela faciliterait tellement les choses. Mais à quoi bon? Claire. Les rares fois où elle s'était trouvée face à face avec Gladys, Claire. Les rares fois où elle s'était trouvée face à face avec Gladys, la petite sotte était demeurée muette comme une carte. Il ne se faisait pas d'illusions. Les essais sur Tony constituaient la grande chance de sa vie, et celle-ci se trouvait entre les mains de Claire. Combien il serait préférable de la savoir entre celles d'une Gladys Clafern. Claire s'éveilla le second matin au bruit d'un léger coup frappé à la porte de la chambre à coucher. Elle fut immédiatement alarmée, puis elle sentit son sang se glacer dans ses veines. Elle avait évité Tony le premier jour, laissant paraître un petit sourire forcé lorsqu'elle se trouvait face à face avec lui, et s'effaçant avec un son inarticulé en guise d'excuse. « Est-ce vous, Tony ?»« Oui, madame Belmont. Puis-je entrer ?» Elle avait sans doute dû prononcer le oui fatidique, car il fut soudainement dans la chambre, sans que son arrivée eût été annoncée par le moindre bruit. Il portait un plateau. « Le petit déjeuner ?» interrogea-t-elle. « Si vous le permettez. » Elle n'aurait pas osé refuser. Aussi se dressa-t-elle lentement pour recevoir le plateau sur ses genoux. Œufs brouillés, pain grillé, beurré et café. J'ai apporté le sucre et la crème séparément, dit Tony. J'espère qu'avec le temps j'apprendrai vos préférences sur ce point et sur les autres. Elle attendait. Tony, droit et flexible comme une règle d'acier, demanda au bout d'un moment. Peut-être aimeriez-vous mieux manger seul? Oui, c'est-à-dire si vous n'y voyez pas d'inconvénient. N'aurez-vous pas besoin de mon aide un peu plus tard pour vous habiller? Ciel, non! Elle se cramponna frénétiquement au drap, si bien que la tasse de café pencha dangereusement, frisant la catastrophe.
Claire conserva la même pose, puis se laissa aller à la renverse sur l'oreiller, lorsqu'il eut disparu derrière la porte. Elle vint tant bien que mal à bout de son déjeuner. Ce n'était qu'une machine, et si seulement cet état mécanique avait été un peu plus visible, elle aurait ressenti moins de frayeur en sa présence, ou s'il avait changé d'expression. Mais celle-ci demeurait invariablement la même. Comment deviner ce qui se passait derrière ses yeux sombres et cette peau olivâtre? La tasse vide fit un bruit léger de castagnette lorsqu'elle la reposa sur la soucoupe dans le plateau. Puis elle s'aperçut qu'elle avait oublié d'ajouter à son café le sucre et la crème, et pourtant, Dieu sait si elle ne pouvait pas souffrir le café noir.